This meeting is being recorded. Bonjour à toutes et à tous à ce téléséminaire du mois de février 2023. Et donc, on va parler du plurilinguisme et l'enseignement des mathématiques avec une présentation du réseau Plurimat et en particulier de leur très belle production, le livre Plurilinguisme et enseignement des mathématiques, qui vient de sortir. Et donc, voilà, je vais donner la parole à différentes personnes, mais ce sera Catherine Mendoza-Diaz qui va donc coordonner ce tour de parole. Catherine? Oui, je vais le coordonner avec mon co-coordinateur Christophe H, avec lequel on a travaillé sur la mise en place de ce réseau et de la coordination de l'ouvrage. Alors, juste quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Catherine Mendoza-Diaz. Je suis enseignante-chercheur en didactique des langues et sciences du langage, et je travaille sur l'appropriation du français par les élèves allophones migrants, donc qui sont scolarisés, qui poursuivent leur scolarité et étudient dans toutes les disciplines, dans cette nouvelle langue, beaucoup, qui est le français. Donc, ça m'a amené à travailler sur une des disciplines, la discipline mathématique, depuis de longues années maintenant. Christophe, je laisse te présenter, puis ensuite, je partage l'écran en même temps. Donc, moi, je suis Christophe H, je suis didacticien des mathématiques et mes recherches portent sur les questions liées au langage, les questions langagières dans l'enseignement des mathématiques. Avec un peu mon entrée, c'est d'essayer d'analyser les complexités de la façon d'exprimer les mathématiques, en l'occurrence pour moi en français, et de voir comment elles sont répercutées dans l'enseignement. Alors, quand je dis ça, c'est présenté comme une complexité, une difficulté potentielle pour les élèves. Ce qu'on arrive à faire, c'est aussi à montrer que ça peut être un levier d'enseignement si on mène un travail réflexif sur justement ces questions langagières. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler sur le plurilinguisme, la question du plurilinguisme, peut être le levier, l'initiatrice de cette réflexivité pour les élèves. Alors oui. Vas-y. Donc, merci en tout cas pour cette invitation pour présenter le réseau. Alors, on a fait le choix donc, pour présenter le réseau, de présenter une des productions collectives récentes. On va faire représentative. Ceci dit, on va faire une présentation générale d'abord sur le réseau Plurimat avant de partager avec vous quelques chapitres de l'ouvrage. Peut-être, Catherine, on peut dire qu'on ne va pas être que à parler pour que les gens ne soient pas surpris ensuite. On est deux là à présenter une introduction et d'une dizaine de minutes, même pas. Et dans une deuxième partie, il y a je crois une dizaine de personnes qui présenteront 6 chapitres du livre, rapidement. Alors, sur le groupe. Donc, le groupe Plurimat, c'est un groupe qui représente plusieurs universités, qui a une configuration internationale, puisqu'on est des universitaires du Canada, France, Mexique, Portugal, Suisse, Uruguay. Je dis chercheurs, mais pas seulement. Il y a aussi des formateurs, des enseignants, des étudiants qui sont associés régulièrement à des travaux collectifs. On fonctionne avec un séminaire interne qui est relativement mensuel. Ça dépend en fait des objets de discussion et des travaux qui sont en cours. Et ce réseau a la particularité de réunir des chercheurs qui relèvent à la fois des sciences du langage et didactique des langues et des didactiques des mathématiques, puisque justement on a des préoccupations communes sur la question des compétences langagières dans l'activité mathématique. Et donc c'est en mettant en commun, on va dire, nos expertises respectives que nous travaillons. Alors, on a aussi des apports en sciences de l'éducation et des collègues qui travaillent en psychologie. Donc, les travaux que nous partageons ou que nous réalisons ensemble nous amènent aussi à réaliser des événements. On va vous en montrer quelques-uns.
et à collaborer, ce qui a conduit à des publications dont celle-ci sera présentée. Et nous intervenons aussi, beaucoup d'entre nous interviennent en formation initiale et continue des enseignants. On a commencé à organiser des journées en 2019 avec, alors on va dire qu'il y a eu une journée par an, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça, vous allez voir, avec des thématiques variées qu'on ne va pas développer là pour se centrer sur le livre. Bon, voilà, là, vous pouvez voir l'affiche de 2019 et de 2020. On va vous indiquer à la fin comment retrouver ces affiches et le contenu des conférences. Donc en 2020, ça a été 3 journées de travail et c'est ces journées qui ont été le point de départ du livre qu'on va présenter par la suite. En 2021-2022, on n'a pas organisé 3 journées comme ça consécutives, mais si je me rappelle bien, 4 demi-journées sur des thématiques variées, comme alors il y avait une demi-journée sur la langue des signes, une autre sur la problématique des langues régionales, une autre sur la formation des enseignants, et puis la formation des enseignants dans le cadre ou à partir du plurilinguisme. Et la dernière journée, c'est celle que vous voyez sur la droite. C'était Oui, pardon. En 2022, il y a eu en avril la journée avec les 4 invités à droite. Et puis, on a terminé l'année 2022, donc il y a quelques mois, avec un colloque de 2 jours où on a essayé de se centrer sur 2 thématiques qui étaient les contextes d'enseignement plurilingue, comment les décrire, comment les caractériser, comment analyser les choix de politique linguistique qui sont faites localement. Et puis, autre entrée sur les pratiques en classe s'appuyant sur le plurilinguisme. C'était ça Alors, je disais, toutes ces conférences sont... non, oui, toutes les conférences, alors ce n'est pas le cas parce qu'il y a aussi des ateliers ou des communications plus courtes, mais toutes les conférences ont été filmées et sont en site, alors, parce que c'était plus pratique de le faire comme ça, sont en ligne sur le site de l'IREM de Paris. Et on a aussi mis en ligne une liste alphabétique avec toutes les interventions et les documents qu'on a liés à ces interventions. Les diaporamas, les vidéos, même quelquefois des ressources ou des bibliographies. Donc là, c'est la liste, c'est la page en question. Toujours, vous aurez le lien dans quelques instants. Et puis, voilà, les vidéos sont aussi visibles sur le site de l'IREM. C'est ça, c'est le site de l'IREM. Donc ça, ce sont des événements scientifiques qu'on a co-organisés avec la plupart, voilà, les membres du réseau qui participent. Et il y a d'autres actions, activités qui ont été menées. Là, actuellement, par exemple, il y a cet ouvrage collectif, mais on a aussi une brochure qui est le versant plus pédagogique qui est en cours de réalisation et de finalisation pour travailler les compétences langagières en contexte multilingue. Il y a eu aussi un webinaire, un focus Canopé, plus une intervention pour un webinaire aussi pour Canopé. Et puis, comme ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est des formations régulières auprès des acteurs du secondaire et du primaire qui accueillent des élèves allophones ou aussi faire des DNL. Alors, ça, vous voyez la couverture de l'ouvrage que nous souhaitons vous présenter, qui fait donc suite aux Journées Plurimates de 2020, qui avait été lancé aussi avec le partenariat de l'Association du développement de l'enseignement biplurilingue, l'ADEB. Donc, je vais laisser Christophe présenter quelques éléments et puis on va, voilà, ensuite, quelques auteurs vont parler de leur chapitre pour qu'on ait une idée du contenu. On peut dire que c'est à partir des journées plurimates, mais en fait, on a un peu augmenté, on a invité des contributeurs qui n'avaient pas, ils avaient participé, mais qui n'avaient pas fait de conférence aux journées plurimates, pour un peu rendre l'ensemble plus complet à nos yeux. Alors, le livre, vous voyez, est séparé en 4 parties. Dans une première partie, on a essayé de se centrer sur les compétences des élèves en mettant
en regard les compétences langagières et les compétences disciplinaires. Alors, il y a trois chapitres, un de Maryse Rebière et Martine Jobert, qui est une approche très générale sur la prise en compte du langage dans la conceptualisation, on va dire, notamment en mathématiques, mais aussi dans les autres disciplines. Et puis, un chapitre de Pierre Escudé sur les compétences langagières et notamment des indicateurs internationaux sur les performances des élèves au niveau européen. Et puis, le chapitre de Michel Candelier est plus sur la didactique du plurilinguisme. Les trois autres parties abordent trois facettes différentes. Et pour ces trois autres parties, alors, Pierre Escudé et Michel Candelier avaient été annoncés comme intervenants ce soir, mais ils n'ont pas pu. Ils ont eu une contrainte, chacun de son côté, qui a fait qu'ils ne peuvent pas être là. Par contre, pour les trois autres parties, il y a des personnes qui vont présenter. La deuxième partie du livre, c'est, disons, des analyses en classe de l'activité des élèves, des productions d'élèves. Et là, c'est Nathalie Auger et Aurélie Chenet qui vont parler tout à l'heure, plutôt à la fin, parce qu'elles avaient elles aussi une contrainte en début de séminaire. Pour la troisième partie du livre, on s'est intéressé au contexte, un peu comme dans les journées dont je viens de parler de décembre 2022, contexte d'enseignement plurilingue. Alors là, c'est Ismaël Mili qui va présenter son chapitre et Jean-Jacques Salonne, et les trois chapitres. Emmanuel Pichon-Forsman sera là aussi tout à l'heure, normalement. Quatrième partie du livre, c'est plus une entrée dans la classe et des expérimentations pour travailler avec les élèves les compétences langagières et les mathématiques. Là, on va avoir un exposé une présentation rapide de Karine Mouillan-Forêt, Catherine Mendonça-Dias et Jérémy Mouget, normalement. Et puis également, le dernier chapitre, une présentation de Caroline Poisard et, si je ne me trompe pas, Élodie Surgène, je ne suis pas sûr. Voilà, du coup, on peut laisser la parole à Ismaïl. Merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Oui, cool. Dans la continuité de ce qu'a dit Christophe, notre chapitre avec Julie Candy s'inscrit dans l'axe des contextes multilingues éclairés par la recherche. Et peut-être rapidement présenter le contexte de ce questionnement. Donc, nous sommes professeurs de didactique des maths en Suisse, pays plurilingue, et plus particulièrement en Valais, dans un canton qui est plurilingue, français-allemand. Et comme je l'expliquais tantôt, nos étudiants et nos enseignants vont devoir jongler entre plusieurs contraintes institutionnelles francophones et germanophones. Et la genèse un petit peu de notre questionnement est de remarquer que les étudiants en formation initiale et continue que nous recevions, certes, comme maîtrisaient les outils mathématiques, ça ne se discute pas, mais n'avaient pas du tout les mêmes conceptions, des conceptions sur les objets mathématiques qu'ils manipulaient. Et donc, on est amené à se questionner, mais en fait, est-ce que, alors qu'ils ont suivi des programmes qui sont certes différents, mais qui au final arrivent à peu près au même point d'arrivée, est-ce que finalement, ils ont construit les mêmes concepts de la même manière du côté francophone et du côté germanophone? Et derrière, et si ce n'est pas le cas, comment outiller nos étudiants et les enseignants pour jongler entre le corpus francophone et le corpus germanophone au travers d'une discipline qui a priori se veut universelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le parti de commencer dès le départ et on s'est questionné plus spécifiquement sur comment est-ce que les moyens d'enseignement francophones et respectivement les moyens d'enseignement germanophones présentent la construction du nombre et quelles sont en fait les activités qui sont travaillées pour construire le nombre dans chacun de ces corpus. Mais au-delà des tâches, ce qui nous a intéressé, c'est de se demander, mais en fait finalement, quelles sont les techniques à disposition des élèves pour pouvoir résoudre ces tâches, mais encore un petit peu au-delà en se disant, mais finalement, quelles sont les propriétés mathématiques qui sous-tendent ces techniques-là? C'est-à-dire, quels vont être les concepts vraiment mathématiques que les élèves vont
abordé sans forcément être stabilisé, mais en tout cas abordé. Donc, je la refais. On avait en fait dans chacun des corpus des tâches qui a priori pouvaient être relativement similaires parce qu'elles faisaient la même chose. Par exemple, dénombrer une collection, par exemple, trier des collections en fonction du nombre d'objets qui les constituaient. Mais parfois, il y avait des techniques qui étaient à disposition des élèves qui ne mobilisaient absolument pas les mêmes justifications mathématiques. Et donc, en y regardant d'un petit peu plus près, je vais vous donner un exemple dans pas long, et bien en fait, on s'est rendu compte que, alors qu'on avait l'impression d'une certaine harmonie entre les deux, et bien en fait, si l'enseignant ne faisait pas des choix extrêmement précis sur certaines activités, il allait faire mobiliser aux élèves des concepts différents. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Vous mettez des objets dans des boîtes et vous demandez à un élève de prendre une autre collection et de lui poser cette collection à l'intérieur de la boîte qui contient la même quantité d'objets. Eh bien, ce que peut faire l'élève, c'est regarder la collection qu'il a, aller vers la boîte et puis simplement comparer les deux collections. C'est possible, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien, on a de l'association terme à terme, on peut avoir du dénombrement, etc. Mais dans un des corpus, une tâche relativement similaire laisse suggérer que les boîtes soient opaques, avec un couvercle. Et dans un des corpus, non. Mais à partir de là, cette légère modification change absolument tout, parce que dans le corpus germanophone, en l'occurrence, un représentant va devoir être créé. Et du coup, on arrive vers l'écriture chiffrée. Alors que le corpus francophone, non. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé de voir de manière un tout petit peu, un peu fine, justement, c'est quelles sont finalement les propriétés de la construction du nombre qui sont travaillées dans un corpus et pas dans un autre. Voilà, avec comme finalité, comme je le disais, là, dans la formation des enseignants, pouvoir identifier, nous, en formation, quelles sont les tâches qui sont très particulières ou plutôt, je dirais, divergentes dans chacun de ces corpus-là, et comment outiller nos étudiants à repérer ces finesses-là pour pouvoir, en fait, jongler entre les corpus francophones et les corpus germanophones, chose qu'ils seront amenés à faire dans leur pratique professionnelle. Tout de suite. Voilà. J'espère avoir été le plus concis et clair possible. Merci. On m'avait prévenu hein, que c'était, Je ne t'ai pas entendu, pardon, je suis vraiment désolé. s'il y avait un problème de son. Je disais merci, on avait prévenu que ce serait concis. Je donne la parole à Jean-Jacques Salonne du Centre universitaire et de recherche à Mayotte et de l'Université de Montpellier pour présenter le chapitre sur le contexte mahorais, justement. Merci Christophe. Donc un chapitre qui a été écrit conjointement avec ma collègue linguiste Fanny Durécé. Donc je présente rapidement un petit peu Fanny Durécé. Fanny Durécé est linguiste depuis plusieurs années et elle s'est beaucoup intéressée au contact des langues anglo-saxonnes avec les langues africaines, en particulier en Angola. Puis, il y a 5-6 ans, elle est arrivée à Mayotte. Là, c'était plutôt du contact de langue avec la langue française, la langue arabe et des langues vernaculaires, dont je parlerai plus loin. Et aujourd'hui, elle est à Téhéran, où elle exerce un petit peu plus des fonctions dans le cadre de la diplomatie française en Iran. Voilà. Donc, elle s'intéresse beaucoup à ces contacts des langues et à leurs effets sur les enseignements et la conceptualisation. Et comme ce qui caractérise un petit peu tout le groupe Plurimath, avec un regard particulier sur les conceptualisations mathématiques. Voilà. Donc moi, je me suis présenté un petit peu tout à l'heure, mais je suis didacticien des mathématiques initialement, mais je suis arrivé à Mayotte en 2016. Je n'ai pas pu faire autrement que de voir les mathématiques autour de moi. Donc dans les langues, pour commencer, la numération, mais aussi dans les techniques, les artisanats, les technologies, les vêtements des femmes, etc. Voilà. Et donc, je suis devenu un petit peu ethnomathématicien, c'est-à-dire que je regarde les mathématiques dans ces patrimoines locaux et
avec des questions qui sont donc, quelles sont justement les techniques, les technologies qui sont mises en œuvre, comment les pratiques sont justifiées sur un plan mathématique ou autre. Et plus récemment, bien évidemment, on s'intéresse aussi à comment transférer ces connaissances dans la formation des enseignants et dans les classes de façon plus générale. Donc Mayotte, le contexte de Mayotte, je le présente pour ceux qui ne connaissent pas trop Mayotte encore. Donc Mayotte, c'est une toute petite île qui est dans le canal du Mozambique, avec à l'ouest l'Afrique de l'Est, le Mozambique et la Tanzanie. Et à l'est de Mayotte, on a la grande île de Madagascar. Et donc Mayotte, c'est une des 4 îles de l'archipel des Comores, elle est au sud. Donc le premier chapitre de notre ouvrage, il présente en particulier ce contexte socio-linguistique de Mayotte. Donc c'est une île qui a connu ses premiers peuplements vers le 7e, 8e siècle, avec des langues plutôt d'origine bantoue subsaharienne, le Kikongo par exemple, qui ont donné naissance à Mayotte à au moins une langue vernaculaire qui est le shimaoré, qui a beaucoup d'emprunts aux langues bantoues. Ensuite, vers le 10e, 11e siècle, ça a été la période Swahili et l'âge d'or Swahili. Donc, la langue arabe a pénétré, la culture arabe, la culture Swahili a pénétré les Comores. Donc, deuxième langue qui est là. Constamment, depuis le Moyen-Âge, il y a aussi des échanges avec Madagascar et des peuplements d'origine malgache. Donc, il y a une troisième langue qui apparaît, qui est le kibushi, en fait, qui est constitué de 2 variétés de langues qui viennent donc constituer des langues vernaculaires parlées à Mayotte. Et puis, depuis 1841, Mayotte a été cédée à la France par un de ses sultans. La langue officielle, c'est devenu le français, langue de la République, donc une 4e langue qui est aujourd'hui langue de scolarisation, est venue se greffer. Mayotte est devenu le 101e département français en 2009-2011. Voilà. Donc la situation scolaire à Mayotte est particulièrement délicate. C'est une île pauvre dans laquelle le taux de scolarisation des enfants n'est pas forcément ce qu'il devrait être, 100%, dans lequel il y a beaucoup de turnover des enseignants, il y a beaucoup de public scolaire qui est en croissance exponentielle. On en est à 100 000 élèves dans le primaire avec des croissances à 2 chiffres. Voilà, donc c'est un contexte assez difficile pour l'enseignement, pour ces contacts de langue, les chocs culturels, parce qu'à Mayotte, par exemple, tous les élèves vont à l'école coranique au moins jusqu'à 12-13 ans avant d'aller à l'école de la République. Voilà, donc c'est très complexe. Donc dans le premier chapitre, Fanny et moi, nous présentons davantage ce contexte socio-linguistique en montrant en particulier les emprunts qui ont pu être faits à la langue française, avec un des constats qu'on peut faire, c'est que, par exemple, tout ce qui concerne le langage, le lexique mathématique des instruments ou même de la géométrie, c'est très souvent emprunté à la langue française. Voilà, donc ensuite, on passe à la transition du chapitre 1 et du chapitre 2. On regarde davantage les nombres. Donc, la numération en shimaoré et en kibushi, le reste sur le système décimal pur. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des sortes de sous-bases comme en français, la base 5, la base 20. Donc, le principe de numération est plus simple. Quand on les met en regard, donc là, c'est un petit peu comment ça se passe dans les classes. Donc, par exemple, des effets de contact de langue. Donc, en shimaoré, les quantités, elles se placent plutôt après le nom. Par exemple, pour dire des 3 poissons, on va dire poisson 3. Bon, ben voilà, ça crée un petit peu des questions face à nos élèves quand ils arrivent dans leur classe. Ils ne comprennent pas forcément les phrases mathématiques comme elles sont faites. Bon, ensuite, la comparaison des langues, la numération, ça permet de faire ressortir des propriétés des nombres, comme parfois la commutativité, l'associativité. Les décompositions des nombres ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre, donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, dans une deuxième partie, on s'intéresse un peu plus à la géométrie et comment la langue permet de conceptualiser a priori en amont les concepts mathématiques en géométrie. On s'intéresse plus particulièrement aux carrés, aux rectangles et aux quadrilatères. Un des phénomènes qu'il y a à Mayotte, c'est qu'a priori, il n'y a pas de mot pour désigner ça dans le carré, le rectangle dans la langue vernaculaire, mais un ancien mot a été exhumé qui existait et qui venait du Swahili, mais qui avait plutôt une signification plus générale pour désigner les quadrilatères.
Et donc, les questions qui se posent, c'est est-ce que ça impacte un petit peu la catégorisation qu'on peut faire des quadrilatères quand on est au cycle 1, cycle 2, cycle 3, voire cycle 4. Voilà, plus des techniques de construction qui sont un petit peu différentes d'une langue à l'autre. Et enfin, dans la troisième partie, on présente un dispositif de formation des enseignants du premier degré qu'on a mis en place depuis 5-6 ans et dans lequel les enseignants, au cours de 4 semestres, ils vont d'abord s'intéresser à des éléments du patrimoine autour d'eux. Ensuite, ils vont produire des ressources, parce qu'à Mayotte, il y a un grand problème aussi sur les ressources scolaires, pédagogiques. On n'a pas vraiment d'ouvrages ou d'albums littérature plurilingue, ça commence. Voilà, donc nos enseignants, ils contribuent un petit peu à ça en formation. Et la deuxième année, ils transfèrent un petit peu ces connaissances et ces savoirs patrimoniaux dans leur classe en développant des ressources plus ponctuelles, des énoncés d'exercices, de problèmes en maths, par exemple. Voilà un petit peu le contenu de notre chapitre. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Emmanuel Le Pichon de l'Université de Toronto. Donc, elle a un chapitre aussi dans cette partie sur les contextes d'enseignement plurilingue. Je te laisse la parole, Emmanuel. Oui, alors bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, on passe des 35 degrés de Mayotte aux moins 23 que nous avons aujourd'hui à Toronto. Plus de 50 degrés de différence. Alors, j'ai écrit ce chapitre avec mes collègues Jim Cummins et Alexandre Cavalcante. Ah, voilà. Qui sont Alexandre étant prof de didactique des mathématiques à l'Université de Toronto, Jim Cummins, je pense qu'on ne le présente plus. Et le chapitre s'intitule L'apport de la technologie pour l'enseignement des mathématiques en contexte plurilingue canadien, une pédagogie revisitée. Et la réflexion que nous présentons est issue de projets que nous avons réunis sous le titre Projet Escape, qui est l'acronyme d'enseigner les sciences aux élèves plurilingues, et qui consiste à repenser cet enseignement des mathématiques et des sciences par le développement d'outils qui permettent aux enseignants de prendre en compte les langues et les cultures des élèves. Donc, le but, c'est vraiment de considérer l'enseignement des mathématiques dans ce contexte plurilingue plus comme un avantage que comme un défi. Et en fait, l'enseignant découvre que la présence de langues et de cultures différentes dans la classe permet de mettre en évidence différents aspects de concepts à enseigner qui seraient restés dans l'ombre sinon. Donc, l'objectif, c'est vraiment un enrichissement mutuel des élèves dans la classe, mais aussi des élèves et des professeurs par la découverte de ces nouvelles perspectives. Alors, cette recherche, elle se base sur une ressource en ligne qui s'appelle Binogi, que j'ai maintes fois présentée, qui a été développée par des ingénieurs suédois et qui présente des leçons sous forme de vidéos courtes de 6 ou 7 minutes et qui permettent aux élèves de choisir la langue dans laquelle ils veulent travailler. Alors, ils peuvent choisir la langue de l'école, c'est évident, mais aussi leur langue à eux, comme le dari, l'arabe ou le tigrinya, ou encore, plus récemment, le russe ou l'ukrainien. Et ils peuvent choisir non seulement la langue de l'écoute, mais aussi s'ils veulent ajouter des sous-titres et quel type de sous-titres. Par exemple, on voit apparaître beaucoup de doublons, par exemple, écoute en anglais et sous-titres en anglais. Ce que nous aussi on fait d'ailleurs en regardant des films dans une langue étrangère. Ils peuvent choisir non seulement la langue, mais aussi la vitesse à laquelle ils veulent écouter les vidéos et les langues dans lesquelles ils veulent faire les quiz. Mais là, pour le coup, c'est à l'écrit. Donc, en fait, dans ce chapitre, on met en parallèle d'abord la recherche en didactique des langues et des mathématiques. Ensuite, bien sûr, on fait un retour par le passé pour mieux en comprendre les fondements. Puis, on se plonge dans l'explicitation et la problématisation des cultures d'enseignement des mathématiques, en passant, par exemple, par la Corée ou par les peuples autochtones du Brésil. Et puis ensuite, on repasse à Binogi et à l'appréciation par les élèves de cette ressource. Et enfin, on explore le potentiel de ces ressources, en particulier le potentiel diagnostique, dont certains enseignants ont pu nous témoigner et qui leur permet de mieux cibler leur enseignement en tenant compte de ce que les élèves savent déjà ou ne savent pas encore. Donc, on propose une approche de l'enseignement des mathématiques pour les classes de la 6e à la 3e
qui est à la fois translinguistique et transculturelle en s'inscrivant dans une pédagogie critique et bien entendu profondément humaniste. Voilà. Merci, Emmanuel. Euh, Alors, il y a un chapitre qui a été écrit par Karine Millon-Forêt, Catherine Mendonça-Diaz et Jérémy Moget, qui sont respectivement enseignantes-chercheuses aux universités de Aix-Marseille et de Sorbonne Nouvelle et professeurs des écoles dans l'Académie d'Amiens, sur l'expérimentation de vidéos plurilingues que vous allez nous expliquer. Je ne sais pas qui commence à parler. J'ai commencé, puis ensuite Jérémy poursuit et Karine. Alors, c'est ce chapitre sur les vidéos plurilingues est profondément lié au contexte d'apprentissage des élèves allophones nouvellement arrivés en France. Donc, avec Karine Millon-Forêt en didactique des mathématiques, nous menons des recherches depuis de longues années maintenant. Et puis, plusieurs constats ont émergé. D'une part, que les élèves mettaient beaucoup de temps à s'approprier les compétences langagières pour être en mesure de suivre en classe ordinaire. Ça, c'est un constat en dépit de ce qui est mis en place, que les élèves, finalement, interagissaient peu à l'oral. Donc ça, c'était aussi un des aspects. Et d'autres constats, c'est que les élèves avaient eu des expériences scolaires antérieures, avaient développé des compétences en mathématiques qui n'étaient pas toujours réinvesties en classe ordinaire, puisqu'on enseignait différemment. Donc, ce sont des compétences que j'ai nommées en dormance, des savoir-faire qu'ils ont, que ce soit pour la pratique des mathématiques, mais aussi sur leur langue qu'ils maîtrisent. Donc, sur la base de tous ces constats, on a cherché des expérimentations pédagogiques pour amener les élèves à développer des compétences langagières et mathématiques de façon simultanée, tout en s'appuyant sur ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils connaissaient déjà. Et donc, on a associé Jérémy, qui va présenter l'expérimentation, à ce travail collectif. Donc, Jérémy, je te laisse la parole. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, mais alors je ne sais pas si... Je vois que le micro est encore activé. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne. Non, là, oui, merci. là c'est bon. Pardon, j'avais oublié de désactiver, de réactiver le micro. Donc bonsoir. Donc le principe était de faire des vidéos courtes dans 2 langues, dont le français. Les vidéos étaient préparées en amont par les élèves et ensuite réalisées par les élèves également. Ensuite, elles étaient partagées sur français langue seconde. Donc, on a commencé les expérimentations sur cette base-là, et puis ensuite, les vidéos ont pas mal évolué suite aux demandes des élèves. Et, voilà. Donc, on a réussi, au départ, c'était un petit peu compliqué de convaincre les familles, puis finalement, ça s'est fait naturellement, et après, tout le monde était partant. Et on avait même des feedbacks des familles pour aider à améliorer des choses de droite et de gauche. Donc, voilà. Alors, je compléterai donc ces explications en disant que cette expérimentation nous a montré un certain nombre d'intérêts qu'il pouvait y avoir à proposer aux élèves d'élaborer comme ça des vidéos plurilingues, c'est-à-dire des vidéos qui étaient à la fois, qui comportaient à la fois des explications dans leur langue première, mais aussi en français. Donc, on a vu un certain nombre d'intérêts, tout d'abord sur la motivation et la fierté. Sur la motivation donc sur la motivation et la fierté des élèves et leur implication dans la classe, dans leur scolarité. Donc ça, c'était déjà un point important. Et puis en plus,
leur travail en ce qui concernait les compétences langagières, puisque ça les a amenés à travailler donc non seulement sur le français usuel, mais aussi un petit peu sur leur langue première, puisque pour certains, ils ont été amenés à aller chercher certains termes du lexique dans leur langue première, des termes qu'ils ne connaissaient pas, même si c'était leur langue première. Et puis même, ça les a amenés à rencontrer d'autres langues, puisque par moment, ils ont essayé de faire des vidéos à deux. Et donc, ils ont dû prononcer quelques phrases dans la langue d'origine de leurs camarades. Et donc, ils ont pu, comme ça, s'essayer soit à l'anglais, soit à l'italien. Et c'était assez intéressant. Donc, ça, c'était en ce qui concernait, je dirais, les compétences langagières purement. Et enfin, on a vu un réel intérêt sur le plan des mathématiques, puisque en faisant ce projet, ils ont été amenés à apprendre le lexique mathématique en français, puisqu'il s'agissait de donner des explications également en français. Ils ont aussi été amenés à réfléchir aux techniques qu'ils mettaient en place, parce qu'il fallait arriver à l'expliquer au cours de la vidéo. Donc, c'était aussi un aspect intéressant. Et puis enfin, ça les a amenés à transférer les connaissances mathématiques qu'ils avaient dans leur langue d'origine vers le français. Et ça, on avait observé au cours de recherches antérieures que c'était quelque chose qui était difficile. Parfois, les élèves savaient faire un type de tâche lorsque il était énoncé en France, dans leur langue d'origine, mais dès que l'énoncé était en français, dès qu'il fallait l'expliquer en français, eh bien, ils n'y parvenaient plus. Donc là, c'était un moyen de les aider à transférer leurs connaissances mathématiques. Donc, globalement, on a trouvé que c'était un projet particulièrement intéressant. Et on pense que c'est quelque chose qui serait bien à poursuivre et même à étendre donc, avec les élèves allophones. Voilà, merci. Merci. Eh bien, je donne la parole à Caroline Poisard de l'Université Bretagne occidentale. Je ne sais pas si tu es toute seule ou si vous êtes deux à présenter. Bonsoir, on est deux, Delphine Dont est là également. Voilà. Merci. C'est un article à 4, donc on remercie aussi Élodie Surget et Estelle Moumine qui travaillent avec nous et qui sont aussi co-auteurs de ce chapitre 13. Alors, ce chapitre s'intitule L'éveil aux langues pour travailler sur la construction du nombre à l'école. Alors, je vais vous donner les objectifs principaux, puis après, on va vous présenter des exemples. Donc, les deux objectifs principaux du chapitre sont, donc le premier objectif, c'est un travail en mathématiques sur la notion de construction du nombre. En particulier, on travaille sur les décompositions des nombres, des nombres petits. Là, on a pris des exemples de 4 à 7. Donc, par exemple, le 6 se décompose comme 5 plus 1, mais aussi comme 3 plus 3. Donc ça, c'est une première décomposition additive, un exemple. Donc ça, c'est un gros travail qui est fait aussi bien à l'école maternelle qu'au début de l'école primaire aussi. Et c'est très important de pouvoir travailler sur la construction du nombre pour après pouvoir installer des automatismes et que les élèves puissent être performants en résolution de problèmes. Donc voilà le premier point. Et le deuxième objectif, c'est un travail sur ce qu'on appelle l'approche d'éveil aux langues et aux cultures. Et là, l'enjeu est d'essayer de se décentrer de sa propre culture pour s'ouvrir aux cultures et aux langues du monde et aussi aux langues des élèves de la classe. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire et on a testé des séances dans les classes et en particulier dans ce chapitre de l'ouvrage de Plurimath, c'est des séances qui ont été testées en classe de CP. Alors, le premier exemple, c'est un petit voyage qu'on va débuter avec l'exemple du 18. Alors, ce qu'on demande aux élèves dans les classes, c'est de fermer les yeux et d'écouter ce qu'on entend en langue française pour travailler sur les numérations orales, les langues parlées. Donc, si vous fermez les yeux, vous entendrez quelque chose de 18. Donc, 18 en français signifie 10 plus 8. Et c'est le cas d'autres langues. Par exemple, si on prend l'espagnol, c'est pareil, c'est 18, donc c'est la même référence au 10 plus 8. On va prendre d'autres exemples. L'anglais avec le 18,
Par contre, c'est le 8 plus 10 qu'on entend dans cette décomposition-là. Est-ce que vous connaissez d'autres langues où la décomposition aussi donne le chiffre avant la dizaine? Moi, je vous propose l'allemand, 18. Du coup, on a la même décomposition 8 plus 10. Et ce qui est intéressant avec ces exemples que je viens de vous donner, déjà, on peut voir le travail sur la notion de commutativité de l'addition, c'est-à-dire que le 10 plus 8, c'est bien égal au 8 plus 10, et ça, on l'entend dans ces différentes langues. Je vais finir par une dernière langue pour 18, en breton. Est-ce que certains parmi vous connaissent le breton? Il est très exotique, j'allais dire. Alors, le breton dit trivec, qui signifie 3 fois 6. Donc là, on est sur du multiplicatif et on est sur ce groupement par 6 qui nous rappelle les crêpes ou les œufs qu'on achète par 6. Donc, un usage social, en fait, de la manière de dire le nombre. Je vais donner la parole à Delphine qui va vous donner 2 autres exemples. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, compter sur ses doigts, ce n'est pas un jeu d'enfant. En effet, pour montrer sur ses doigts, 5, 6, 7 et 8, cela diffère. En français, lire 5, c'est une main. 5, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais ça peut être aussi la reconnaissance globale lorsqu'elle est possible. Lire 6, on utilise nécessairement 2 mains. 6, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. S'il y a une reconnaissance globale du 5, le 6 devient 5 plus 1. Pour lire 7, c'est également la même démarche, on utilise les 2 mains. 7, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. S'il y a une reconnaissance globale du 5 et du 2, ça devient un calcul 5 plus 2. Mais maintenant, on a aussi étudié on a proposé aux élèves une étude autour du dialecte africain, le Chamba, où l'inscription des nombres sur les doigts relève de la décomposition additive relative à la construction du nombre, que l'on va retrouver pour le 4, puisque ça va être 2 plus 2, et le 6, 3 plus 3. Lire 4 en Chamba, c'est une main avec les doigts collés par 2. 4, c'est 2 plus 2, en sachant qu'en Chamba, 2, c'est 2 doigts écartés. Voilà. Pour lire 6, on va utiliser 2 mains. 6, ça va être 1 plus 1 plus 1 et 1 plus 1 plus 1, en sachant qu'en Chamba, le 3, c'est 3 doigts écartés. Et donc, s'il y a une reconnaissance globale du 3, 6 devient 3 plus 3. Lire 7, on va utiliser à nouveau les 2 mains. 7, c'est 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1. Si on a une reconnaissance globale du 3, ça devient donc 2 plus 2 plus 3. Et si on a une reconnaissance globale du 4, donc ça devient 7 est égal à 4 plus 3. Et enfin, certaines langues s'appuient sur le 5 pour dire et écrire les nombres. En effet, il existe des langues où les nombres après 5 sont formés à partir de 5. Par exemple, dans un dialecte africain, le Kwanyama, le 5 se trouve dans les noms de 6 et de 7, alors qu'en Nahuatl, un dialecte mexicain, le mot 5 possède une mutation qui est suivie du mot 1 ou 2. Donc, le nom des nombres à l'oral sera 5 plus 1 et 5 plus 2. Voilà. Ce qui rejoint également les chiffres romains dans la numération écrite, où pour le 6, on va utiliser les lettres V et 1, et pour le 7, les lettres V, 1 et 1. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, normalement, on aurait dû avoir la présentation du chapitre de Nathalie Auger et de Aurélie Chénet. J'ai échangé avec elles. Alors, elles avaient toutes les deux une contrainte qui faisait qu'elles ne pouvaient pas être là au début du séminaire, mais en fait, elles n'ont pas pu se libérer, donc elles ne sont pas là. Voilà, donc c'était les dernières intervenantes aussi. On peut échanger avec vous sur tout ce que vous avez entendu, si vous avez des questions ou des demandes de précision. Bien, merci beaucoup Christophe et Catherine, c'était vraiment extrêmement riche. C'est dense. Vraiment fabuleux, très dense. Et, donc alors, quels sont... Allez-y, j'ai coupé beaucoup de micros. Voilà, non, voilà, c'était pour donner un aperçu
de différents travaux, mais ensuite, c'est très bien qu'on puisse revenir, qu'on ait un peu de temps pour revenir sur certains. Donc, on est à l'écoute des questions. Oui, moi j'aurais une question. Vas-y, Nassima. Merci. En fait, votre projet m'intéresse énormément vu que j'ai enseigné en arabe et en français. Et la question que je me pose en ce moment dans ma classe, et je pense que par exemple Ismaïl ou quelqu'un d'autre, enfin vous êtes nombreux à me comprendre, c'est que parfois, moi je me pose la question, est-ce que finalement l'élève n'a pas compris le principe mathématique ou est-ce qu'il n'a pas compris le texte en lui-même? Est-ce que parfois c'est les deux ambiguïtés en même temps, tu vois, Christophe? C'est-à-dire que parfois c'est une mauvaise compréhension des mathématiques. Parfois c'est une mauvaise compréhension du texte en langue française. Et je me demande parfois, quand c'est les deux, qu'est-ce que ça devrait faire? Comment qu'on peut capter cette discernation de problèmes chez les élèves? Comment vous avez constaté ça, vous, sur le terrain? Parole en premier. Ça rejoint en tout cas les résultats de Karine. Alors, moi, je ne vais pas anticiper sur ta prise de parole. Oui, par rapport donc à cette réflexion, effectivement, hein, on s'est posé le même problème. C'est même le problème qui, à l'origine, m'a amené vers la recherche en didactique parce que j'avais moi aussi des élèves dans ma classe qui étaient allophones et je voulais arriver à comprendre quelles étaient les difficultés qui étaient dues à leur mauvaise maîtrise de la langue et quelles étaient celles qui étaient proprement mathématiques. Donc, effectivement, il y a un problème là-dessus et c'est difficile d'arriver à distinguer les deux. Donc, ce qu'on a pu observer avec Catherine, on a essayé de mettre en place des tests dans le cadre de notre projet. Et en fait, on avait proposé aux élèves des tests tout d'abord dans leur langue d'origine. Donc, un certain nombre de tests, d'exercices en ligne où les énoncés étaient donnés dans les langues d'origine. On a enregistré les résultats et puis on a refait passer les mêmes tests à la fin de l'année scolaire. Donc, après qu'ils aient passé un an en France, on leur a refait passer les mêmes exercices exactement avec les mêmes nombres, mais cette fois-ci, les énoncés étaient en français. Et en fait, on s'est rendu compte que pour de nombreux élèves, les résultats étaient beaucoup moins bons lorsque les énoncés étaient en français. Donc, c'était des élèves qui savaient faire les exercices quand l'énoncé était rédigé dans leur langue d'origine, mais qui ne parvenaient plus à les faire lorsque l'énoncé était rédigé en français. Et donc là, on voit clairement que le blocage vient de la langue. Et ce qui est embêtant, c'est que lorsque l'enseignant de mathématiques français va poser ses évaluations, eh bien, tout ce qu'il va pouvoir constater, c'est que ces élèves-là ne parviennent pas à faire l'exercice et il ne va pas se douter d'où viennent ces difficultés. Il ne va pas réaliser que c'est des difficultés qui sont langagières. Et surtout qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que les difficultés langagières que rencontraient ces élèves étaient des difficultés qui pouvaient être spécifiques à la langue des mathématiques. Et parfois, c'était des élèves qui, par contre, sur le plan du français usuel, se débrouillaient très bien. Donc, parfois, on avait des élèves qui étaient capables de soutenir des conversations à l'oral en français. Par conséquent, les enseignants s'imaginaient qu'il n'y avait plus de problème sur le plan langagier. Et puis, dès qu'on leur proposait un énoncé mathématique, là, par contre, ils ne parvenaient pas à le comprendre, même quand il s'agissait de termes relativement simples. Voilà, donc il est clair que la dimension langagière est vraiment importante à prendre en compte pour les élèves allophones et il faut sensibiliser les enseignants à ça pour qu'ils essaient au maximum, lorsqu'ils ont des élèves allophones, de déterminer quelle est leur compréhension des énoncés donnés en français avant de penser que les difficultés viennent du plan mathématique. Voilà, je vais laisser la parole. Merci Karine, contente de te revoir aussi.
Je peux ajouter que la question, elle se pose de façon très visible pour des élèves allophones, non francophones, mais qu'elle se pose également pour des élèves francophones, c'est-à-dire qu'en classe ordinaire, on peut aussi se poser la question de savoir si les élèves n'arrivent pas à faire un exercice parce qu'ils n'ont pas compris une notion mathématique ou une manipulation qu'on leur demande de faire, ou bien si c'est parce qu'ils n'ont pas compris les questions ou la définition par sa complexité langagière en français. Par rapport à ça, Christophe, si je peux encore, je profite, je voulais vraiment justement te poser la question à toi particulièrement. En fait, moi, dans la didactique des mathématiques, je me suis intéressée aux probabilités. Parce que tout simplement, dans les classes que j'ai eues, les élèves me disent à chaque fois, je déteste les probabilités. Et dans mes classes, j'ai eu même, vu que je suis coordinatrice du lycée français en Algérie, j'ai eu même des étudiants, enfin, des élèves en cours particulier qui sont français d'origine, qui viennent donc faire des cours de maths, qui détestent les probabilités. Et là, avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, leur problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le texte. Ce n'est pas un problème mathématique forcément. Donc, tu as raison quand tu dis que c'est pas propre à des élèves allophones. Donc, parfois, c'est le texte en lui-même. Merci, Christophe. Ismaïl, tu as la main levée? Oui, c'était juste pour apporter un complément et peut-être illustrer un des prolongements de notre question avec Julie. Lorsqu'on parle de comprendre les maths ou de comprendre le concept, on s'est heurté à simplement définir ce que voulait dire ce « je comprends le concept » ou « un élève comprend le concept ». C'est tout con. Et nous, on a pris le parti de se dire qu'en fait, un concept était compris lorsque une technologie, enfin en gros un discours qui justifiait la technique était employé à bon escient. Et l'affaire, c'est que si on fait la distinction entre la compréhension du texte et la compréhension mathématique, un des éléments qu'on est en train de mettre en place, c'est de se dire prenons des élèves qui ne maîtrisent pas la langue, et par exemple des très petits élèves dans un contexte bilingue. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en tout cas dans le cadre de la numération et d'un contexte franco-germanophone, eh bien, si les technologies n'ont pas été travaillées ou n'ont pas été évoquées avant, eh ben, il n'y a quasiment aucune chance que nos élèves les mobilisent. Et c'est là qu'on peut voir en fait des tâches numériques, alors que les élèves techniquement savent ce que c'est qu'un nombre, comprennent ce que c'est qu'un nombre, qui sont réussis d'un côté et pas de l'autre, simplement parce que les élèves n'ont pas été sensibilisés à la technologie. Je vais encore une fois un exemple tout bête. Vous avez des tâches numériques qui peuvent être réussies très rapidement à partir du moment où vous avez compris la notion de successeur ou de prédécesseur. Et en fait, c'est quelque chose qui est mobilisé dans le corpus germanophone, qui n'est pas mobilisé dans le corpus francophone. Et donc, vous avez des élèves qui, a priori, connaissent tous le nombre, mais en fait, n'ayant pas été sensibilisés à ceci, vont échouer à une tâche et d'autres, non. Donc, pour moi, ça nécessite une certaine nuance de se dire est-ce qu'ils ont compris le texte ou est-ce qu'ils ont compris le concept mathématique? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, en fait, quelles sont les technologies qui sous-tendent la tâche qui sous-tendent la technique que les élèves vont mobiliser? Et est-ce que ceci a réellement été travaillé? Et ce n'est pas du tout garanti si vous avez des élèves qui proviennent de deux horizons différents dans une même institution. Je proposais dans le chat aussi un appui sur les praxéologies personnelles comme indice d'une compréhension de l'élève qui va au-delà de ce filtre du langage qui peut rendre soit la compréhension de la tâche, soit sa réception ou son émission de la réponse inacceptable par l'enseignant, quoi. Ouais. Donc, moi, j'avais une question justement pour toi, Ismaïl, à propos de cette opacité, là, l'opaque, qui avait complètement changé la tâche. Est-ce que c'était dû à un problème de traduction, à un choix des équipes pédagogiques ou Non, ni l'un ni l'autre. C'est non pas une traduction, mais c'est en fait, il y a un corpus. Encore une fois, il y a deux tâches. Il y a une tâche dans le corpus francophone et une tâche dans le corpus germanophone
qui, si on reste en termes de tâches et de techniques, sont relativement similaires. Et par contre, il va y avoir un corpus qui va laisser entendre qu'un geste de l'enseignant peut être de moduler cette variable et donc de rendre la boîte opaque. Voilà, c'est tout. Et ce que ça fait, c'est qu'au-delà de simplement, modifier la technique, c'est en fait, tout d'un coup, on génère un truc qui n'existera absolument pas dans notre corpus, c'est-à-dire le besoin de recourir à un représentant. C'est-à-dire, finalement, est-ce que je peux avoir quelque chose qui va me renseigner sur le contenu de la boîte? Alors, ça peut être très anecdotique, mais en fait, ce qui va s'avérer, c'est que dans ce corpus-là, c'est la seule fois que la notion de représentant peut être évoquée. Alors que dans l'autre corpus, il n'y a aucune tâche et aucune modulation où on va inviter l'enseignant à faire émerger ce représentant. Donc, à la fin du parcours scolaire, dans cette année scolaire en tout cas, eh ben, vous allez avoir des élèves germanophones qui potentiellement ont déjà vu le nombre comme étant un représentant d'une classe, alors que les élèves francophones, quasi aucune chance qu'ils ne l'aient vu. Voilà. Alors, vous allez me dire que ça peut arriver plus tard dans le corpus francophone. Ça, je ne le nie absolument pas. Mais si vous prenez une photographie à un instant T du parcours de l'élève, avec tout le brassage qu'il peut y avoir dans les institutions, comme je disais, en fonction des champs de classe, eh ben, il n'est pas du tout garanti que les élèves aient recours aux mêmes technologies sur un concept partagé. Voilà. Est-ce que j'ai été clair, Christian, ou... Merci, Ismaël. J'ai été vraiment personnellement très intéressé par les comptages sur les doigts et la manière dont ça influait la manière de compter. Mais bon, à part, mais pas suffisamment précisément pour avoir une question précise, mais j'ai trouvé ça fantastique. Ah, ouais, ça c'est une mise en situation que l'on fait par exemple en formation des enseignants. Je pense qu'il y a plusieurs membres du CASNAV qui sont présents et qui travaillent avec les enseignants qui accueillent les élèves allophones. Et justement, on les amène à se décentrer, justement en les confrontant à la façon de compter sur les doigts. Il y a Caroline qui vient de partager sur son site où elle présente ce projet. Je ne sais pas, Caroline, si tu veux réagir. Oui, je ne sais pas, je croyais que c'était un peu fini, alors je n'osais pas reprendre la parole. Merci en tout cas pour ce retour positif. Et oui, ça marche bien, hein, ce comptage sur les doigts. Et plus les origines seront variées dans les participants, que ce soit en formation d'adultes ou d'élèves, et ça marche vraiment très bien. Et souvent, les enfants ou les élèves sont surpris que ce ne soit pas quelque chose d'universel de compter sur ses doigts. Et récemment, j'étais au Mexique avec la collègue qui travaille avec nous, et c'est pareil, dans la salle où j'ai fait la présentation, il y avait des étudiants de différents pays justement d'Amérique latine, et c'était vraiment très intéressant, et ça leur a vraiment permis de se décentrer de la manière de voir les choses et de ces a priori sur certains concepts qui seraient universels en mathématiques, alors que ce n'est pas le cas, quoi. Je ne sais pas si HP veut prendre la parole, mais on n'entend pas. En tout cas, moi, je peux donner, c'est vraiment une anecdote, hein, mais donc, à la Maison des mathématiques et de l'informatique, nous organisons de temps en temps nous avons organisé des écoles d'été qui étaient très internationales, avec une cinquantaine ou une soixantaine, je ne me souviens plus, de nationalités qui étaient représentées. Et donc, et on organisait des excursions à Vélove, et donc il fallait que les étudiants me disent le numéro de leur Vélove pour que je leur détache à la borne.
Et donc, il faisait des choses avec les doigts et je comprenais rien de ce qu'il disait, rien de ce qu'il faisait. C'était vraiment très drôle, voilà. Donc, j'ai vécu ça aussi. J'ai 2 petites anecdotes, si vous voulez aussi. Un jour, j'ai une étudiante de master premier degré qui vient me voir, qui me dit comment on fait, Monsieur Salode, j'arrive pas à faire comprendre à mes élèves que quand je leur dis 2, il faut qu'ils me montrent 2 doigts, et quand je leur dis 3, il faut qu'ils me donnent 3 doigts. C'était des classes de petite section. Et après avoir discuté avec une des élèves qui systématiquement montrait 3 doigts quand elle demandait 2, elle s'est aperçue que dans la famille de cet élève, on comptait les doigts en les repliant dans la main, avec parfois même des petits cailloux qu'on met au creux de la main. Donc l'élève montrait bien le nombre 2, mais pas avec le même signifié sur les doigts, quoi. Voilà. Petite anecdote qui montre que ces questions langue mathématique où se situent les difficultés, c'est très délicat, mais il faut juste, je pense qu'il faut en être éclairé. Il faut savoir que ça existe et se poser la question quand on est face à un élève en difficulté, quoi. Et envisager les 2 situations possibles. Ah, j'ai encore 1 ou 2 anecdotes, si vous voulez. Par exemple, le parc marin, donc toujours sur les écritures. Le parc marin, un jour, ils veulent mettre des quotas sur la pêche de certains poissons pour préserver la biodiversité du lagon, en particulier les thons. Et ils voulaient que les pêcheurs ne pêchent pas plus que 5 thons. Et donc, ils avaient fait un magnifique panneau dans lequel il y avait marqué maximum 5 thons. Voilà. Sauf qu'ils ne lisent pas forcément le français et que les pêcheurs, ils parlent plutôt shimaoré, voire des dialectes des îles voisines. Ils ne comprennent pas du tout donc ce que ça veut dire maximum. Et quand on écrit 5 tons, pour eux, la quantité, elle vient après. Donc, naturellement, ils diraient ton 5, ton fois 5. Voilà. Et en plus, quand ils vont sur le marché, ils ne vendent pas le thon en termes à l'unité, ils le vendent au kilo. Et donc, en général, ce qu'ils mettent devant le nom du poisson, c'est la quantité de kilos. Et donc, eux, ils interprétaient 5 tons comme 5 kilos de thon. Voilà. Et donc, ils étaient en sous-quota de pêche. Donc, la remédiation a consisté déjà à écrire en shimaoré le mot thon, CLE, et mettre vraiment la quantité derrière, à droite, du pictogramme. Voilà. J'ai encore un autre exemple, si vous voulez, mais je vois que Christophe lève la main. Et il y a Safia aussi, je crois, dans le chat qui... Ouais, ok. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Catherine, bonjour Christophe. Merci beaucoup pour ces magnifiques chapitres. Moi, je voulais juste intervenir à propos du comptage sur les mains. J'avais travaillé quelques années, j'étais intéressée par les enfants autistes qui ne sont pas forcément scolarisés, mais qui ont des petits moments comme ça d'apprentissage et qui verbalisent, hein, donc les autistes qui verbalisent. Et j'ai des amis qui ont un enfant, un garçon. Il avait 14 ans, donc il y a quelques années, et on avait échangé ensemble sur la notion du nombre, du comptage. Et j'étais surprise par le fait, quand il m'avait dit « Ah, bah, tu sais, je sais compter jusqu'à tant ». Alors, au début, il me dit 7. Je lui dis, allez, on y va ensemble. Alors, il commence à compter sur les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et il prend la première main, les 5 doigts de la première main, et puis il continue sur la deuxième avec les 2. Je lui dis, allez, on y va pour 9. Au fait, je voulais passer à un nombre à 2 chiffres, mais j'allais tout doucement pour voir comment il va faire après. Et donc, 9, il compte comme la première fois, les 5 doigts de la première main, puis 4 doigts de la deuxième main. Et je lui dis, est-ce qu'on peut aller maintenant à 12? Il me dit oui. Donc, il utilise les 5 doigts des 2 mains et puis il descend vers les orteils. Il compte les deux nombres, c'est-à-dire 11 et 12, sur les orteils. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas à tes orteils? Parce qu'il m'a montré les 2 mains, il m'a dit, je n'ai que 10 doigts, 2 mains avec 10 doigts, donc il passe aux orteils. Donc, il a développé comme ça sa technique de comptage et qui était juste parce qu'après, je suis allée un peu plus, j'ai dit, allez, on y va pour 19, mais au fait, mon but, c'était d'aller à 22, par exemple, ou 21. Donc, qui va exploiter tous les doigts des 2 mains et tous les orteils des 2 pieds. Et alors, il est revenu aux mains.
quand il est arrivé, quand je lui ai proposé le 22, il est allé, donc il a fait les 10 doigts, puis les 10 orteils, puis il est revenu aux doigts des mains. Donc, il maîtrisait cette notion, mais c'est vrai que je n'ai pas développé avec lui des séances où je voulais juste un petit peu faire l'expérience et voir dans l'avenir s'il y a possibilité de faire quelque chose. Mais l'histoire du comptage sur les doigts, je pense que c'est une des premières expressions du nombre, et en tout cas pour les plus petits, en l'occurrence pour les enfants autistes qui ont un développement différent plutôt que le nôtre, que les enfants neurotypiques, comme ils disent. Voilà, c'était juste pour partager un peu cette expérience par rapport aux enfants autistes qui verbalisent quant au comptage. Oui, je voulais juste, c'était la suite aussi de la discussion sur le comptage, souligner le cas particulier des enfants sourds ou muets et de la langue des signes. Parce que souvent, quand on compte avec les doigts, c'est en support d'un discours. Donc, pour la langue des signes, il n'y a pas. Et en plus, on compte avec les mains de 0 à l'infini, c'est-à-dire avec les 10 doigts et les gestes, on arrive à compter et finalement à calculer, etc. Et c'est assez intéressant aussi. C'est assez déstabilisant. En fait, on apprend vite à compter jusqu'à 100, par exemple. Et rien que de compter jusqu'à 100 ou de devoir dire rapidement des additions ou des choses comme ça, on se rend compte à quel point la façon de dire les nombres est porteuse de sens. Dans ce cas-là, moi, je peux ajouter une anecdote aussi sur compter, sur la dactylonomie. Pour les parents allophones aussi, c'est une anecdote qu'on a racontée aussi dans un webinaire auprès de Canopé. C'est les parents qui comptent sur la base 12 avec une main et qui font comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et hop, ça. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre d'autres modalités de compter et à quel point c'est relatif. Il y a Christophe qui m'a initié à compter en Shadok. J'ai eu un peu de mal au début. Mais même encore, enfin au début, mais je poursuis encore à mes difficultés. Mais oui, ça amène à voir la relativité aussi de cette façon de compter. Et donc, ça fait un effet, à la fois un effet de décentration, et puis, ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui pratiquent aussi ces façons-là. Et ce qui est intéressant aussi, il me semble, c'est aussi ce patrimoine historique, la façon dont ça circule. Sur la façon de compter, il y en a qui, dans des pays du Maghreb, qui vont compter comme on le fait en langue française, alors qu'ils avaient d'autres façons de compter sur les doigts avant, mais comme il y a eu un processus de francisation, ça a marqué les mains. Et lorsqu'il y a le processus d'arabisation et on repasse avec la langue française, on voit que la langue la langue change, mais qu'il y a toujours ces traces sur la gestualité. Donc, c'est assez intéressant de voir ce dialogue. Alors, on le fait aussi sur ces effets de décentration avec la dactylonomie, mais on peut le faire aussi sur la façon de poser des opérations. Ça, on l'a vu avec Karine Mignon-Forêt, puis il y a les travaux de Marie-Alix Giraudet sur la façon de compter, où on observe comment on pose des soustractions, des multiplications, etc. Et là aussi, c'est très porteur. Ouais, je vois qu'il y a Christian Mercat qui a partagé Bobby Lapointe, qui en effet avait tout un système, c'est qu'il y a des mathématiciens qui travaillaient avec ce bibi binaire. Ok, y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais faire quand même une remarque. Juste rappeler en fait qu'il y a le site, je vais rediffusé, peut-être repartager,
Il y a le site de Plurimat, enfin les pages Plurimat qui sont hébergées. Et si les personnes sont intéressées pour suivre les séminaires internes, on n'a pas un emploi du temps extrêmement régulier, mais en tout cas, mensuellement, il y a des rencontres. On essaie de trouver des créneaux qui correspondent au plus grand nombre. Et donc là, il y a des temps de présentation d'ouvrages, des temps de préparation sur des projets de formation, des projets d'événements scientifiques. Donc, c'est tout à fait ouvert pour qui a envie de se joindre. Et un des axes de travail qui se poursuit, qui a été amorcé assez bien en décembre dernier, c'est le travail aussi avec les CASNAV pour essayer de développer toutes les questions de ressources, de pratiques, de réflexion sur l'enseignement des mathématiques au CELI Athlofone. Donc ça, c'est pas partie d'un des axes, mais il y en a d'autres. Mais voilà, c'est tout à fait ouvert. Oui, ça me paraît vraiment extrêmement intéressant. Donc, s'il n'y a pas de questions, davantage de questions, eh bien, je vous invite, donc je voudrais déjà remercier énormément l'équipe Plurimat et c'était vraiment absolument fantastique. J'ai trouvé ça vraiment super. Je pense que ça a vraiment servi notre public habituel. Et je vous invite à venir pour le vendredi 3 mars, donc au prochain téléséminaire international des IREM, qui sera donc en janvier. Nous avions Viviane Durand-Guerrier qui nous a fait un compte-rendu du colloque EMF, Espace mathématique francophone, qui s'est passé à Cotonou, au Bénin, en décembre 2022. Et donc là, ce sera de la part des jeunes enseignants de donner leur point de vue sur ce qu'ils ont appris de ce colloque et vous donner envie de participer au prochain colloque. Donc, il y aura Pierre Dossou-Dossa, Nathalie Essonnier, Stéphane Favier, Nadine Grappin, Doris Janotte, qui sont les responsables du projet, et puis Tienne Doudiac, Samy Hydraï, Donatien Hézin, Audrey Fagnon et Marianne Aumier, qui sont des enseignants et qui nous parleront de ce qu'ils ont vécu lors du colloque mathématiques francophones. Voilà, donc je vous remercie à tous et donc au 3 mars et bon mois de février à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y. Au revoir. Bon. Vas-y, Denis, vas-y. Est-ce qu'il pourrait donner les périodes ou les jours et les heures où ils se retrouvent, comme on vient de le dire, pour des échanges? On vient de faire cette suggestion et je n'ai pas entendu du tout la période proposée ou le moment, etc. Alors, le prochain rendez-vous, c'est lundi. Donc lundi 6 février, je crois. Et est-ce que vous avez à chaque fois un programme? Oui, mais en fait, non, on détermine tout ça ensemble. Donc, on discute sur ce sur quoi on veut travailler et on se donne rendez-vous et on essaie de voir les dates qui arrangent le plus grand nombre. C'est pour ça que ce n'est pas la date fixe, c'est en fonction de… C'est une réunion d'organisation de la fin de l'année. Du coup, il n'y a pas… Mais il suffit de nous écrire, on échangera. Oui.